À Banankeroda, quartier vibrant de Kankan, en 1988, le soleil de la saison sèche brûlait la terre rouge des ruelles. Mamadi Doumbouya, 8 ans, courait entre les étals du grand marché, ses sandales usées claquant contre le sol poussiéreux. Les odeurs de mangue juteuse, de poissons séchés et de piments rouges flottaient dans l'air, mêlées à la poussière soulevée par les charrettes à ânes et les pas pressés des passants. « Mamadi, attention à mes tomates !» cria Fatoumata, une marchande au foulard multicolore, un sourire amusé sur le visage. Mais Mamadi, les yeux pétillants d'une énergie sans borne, filait déjà vers la place centrale, esquivant chèvres, vélo et porteurs, avec une agilité de chiot joueur. Son rire, clair et joyeux, se perdait dans le tumulte du marché, un éclat d'enfance pur au cœur du chaos. Il s'arrêtait parfois, attiré par un étal de fruits ou le chant d'un griot, mais son esprit était ailleurs, porté par des rêves plus grands que les ruelles de Kankan. Sous un manguier noueux, au bord de la place, son grand-oncle Baba l'attendait, assis sur une natte usée. Baba, un ancien combattant de l'indépendance guinéenne, avait le visage creusé de rides profondes, comme des cartes gravées par les luttes d'un pays jeune. Sa voix rauque captivait Mamadi. « Écoute bien, petit, dit-il, s'appuyant sur un bâton sculpté orné de motifs malinqués. La Guinée, c'est une terre riche. Des rivières d'or coulent à Kindia, des montagnes de fer dormant à Simandou, des forêts chantent à Nzérékoré, mais elle dort, Mamadi, écrasée par des hommes qui prennent plus qu'ils ne donnent. Samori Touré a défié les colons avec ses lances, Sékou Touré a brisé nos chaînes avec ses mots. Qui sera le prochain à réveiller cette terre? Mamadi, assis en tailleur dans la poussière rouge, serrait un bâton comme une lance imaginaire, ses yeux noirs brillant d'un feu naissant. Moi, tonton, je serai un héros. Je réveillerai la Guinée, Babari, un rire profond qui vibra dans la poitrine du garçon. Un héros ne naît pas grand, Mamadi. Il se forge dans le feu. Travaille dur, étudie, et n'oublie jamais d'où tu viens. Banankeroda, Kankan, la terre des Malinqués. Ces paroles s'enracinèrent dans l'esprit de Mamadi comme une graine plantée dans la terre fertile de son imagination. Le soir tombait sur Banankeroda, peignant le ciel d'orange et de pourpre, comme une toile vivante. Dans la cour de leur maison en banco, Hadja Mandioula, la mère de Mamadi, préparait un plat de riz à la sauce feuille. Ses mains habiles pelaient des patates douces pendant que le feu crépitait sous la marmite noire de suie. Mamadi, assis sur un tabouret bancal, triait les grains de riz en levant les petits cailloux avec une patience inhabituelle pour un garçon de son âge. « Maman, pourquoi on est pauvre si la Guinée a tant de richesses ?» demanda-t-il, ses yeux fixés sur les flammes dansantes. Hadja posa son couteau, son regard doux mais ferme croisant celui de son fils. « Ce n'est pas la terre qui manque, mon fils, ce sont les cœurs des dirigeants. Ils prennent l'or, le fer, les diamants et laissent la poussière au peuple. Mais toi, Mamadi, tu peux changer cela, étudie, deviens fort et garde toujours Kankan dans ton cœur. » Mamadi hocha la tête, les mots de sa mère s'enracinant comme une promesse qu'il porterait toute sa vie, un guide pour ses pas futurs. La maison des Doumbouya était modeste, faite de murs en banco et d'un toit de tôle rouillé qui grinçait sous les rares pluies. Garifala, le père de Mamadi, rentrait souvent tard, partagé entre son petit commerce de tissus au marché et ses prières à la mosquée du quartier. Ce soir-là, il s'assit près du feu, son visage fatigué éclairé par les flammes vacillantes. « Mamadi, encore à courir partout aujourd'hui ?» demanda-t-il, un sourire en coin. « Oui, papa, mais j'ai aidé maman après » répondit Mamadi, bombant le torse avec fierté. Garifala passa une main dans les cheveux bouclés de son fils. « Tu es un bon garçon. Mais souviens-toi, la force d'un homme, c'est dans sa discipline. Sans discipline, le feu dans ton cœur ne sera qu'un incendie qui brûle tout. » Mamadi acquiesça, gravant ce conseil aux côtés de ceux de Baba et Hadja, un trio de voix qui façonnait son âme comme un sculpteur modèle l'argile. À l'école, Mamadi était un élève sérieux, toujours le premier à lever la main, même si ses cahiers étaient usés et ses crayons taillés jusqu'au bout. Les professeurs le remarquaient, impressionnés par sa curiosité et sa mémoire. « Ce garçon ira loin, disait M. Diallo, son maître d'école, un homme aux lunettes épaisses et à la voix posée. » Les autres enfants le taquinaient parfois, l'appelant le petit général. À cause de son sérieux et de sa manie de marcher droit, les épaules redressées comme un soldat. Mamadi haussait les épaules, un sourire discret aux lèvres, car il savait qu'il n'était pas comme les autres. Chaque soir, à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole, il dévorait tout ce qu'il trouvait. Des livres sur l'histoire guinéenne, des contes malinqués remplis de héros affrontant des djinns, même un vieux manuel de géographie abîmé décrivant les fleuves et les mines du pays. À 12 ans, il tomba sur un livre usé dans la petite bibliothèque de l'école, un récit de l'indépendance guinéenne de 1958. Les pages jaunies parlaient de Sékou Touré, de son discours défiant les colons français, de son rêve d'une Guinée libre et fière.
Mamadi traça les mots avec son doigt, le cœur battant comme un tambour. « C'est ça mon chemin », murmura-t-il dans la nuit, alors que les criquets chantaient dehors, leur voix résonnant comme un chœur ancien. À 14 ans, Mamadi découvrit un autre monde. Le sport. Dans les rues poussiéreuses de Kankan, les garçons jouaient au football avec des balles de chiffon, courant pieds nus sur la terre dure, entre flaques et cailloux. Mamadi, rapide et déterminé, devint le leader de son équipe improvisée. « Passe, Mamadi !» criait Souleymane, son meilleur ami. Un garçon maigre aux dents éclatantes et au rire communicatif. Lors d'un match contre le quartier voisin de Missira, Mamadi slaloma entre 3 adversaires, sautant par-dessus une flaque boueuse, et frappa la balle dans un filet imaginaire marqué par 2 pierres. La foule, composée d'enfants, de femmes portant des paniers sur la tête et de vieux spectateurs appuyés sur des cannes, explosa de cris « Tu joues comme un soldat !» lança un vieil homme, son visage ridé illuminé par un sourire. Mamadi, essoufflé, sourit en retour, mais au fond de lui, une pensée germait. Il ne voulait pas seulement jouer comme un soldat. Il voulait en devenir un vrai, pour servir la Guinée et donner un sens à ses rêves. Les matchs de football devinrent un rituel quotidien. Chaque après-midi, après l'école, Mamadi et ses amis se retrouvaient sur un terrain vague près de la rivière Milo, où l'eau scintillait sous le soleil. Les parties étaient intenses, pleines de rires, de disputes et de moments de gloire. « Tu triches, Souleymane !» criait Mamadi en riant, poursuivant son ami qui avait tenté une feinte audacieuse avec la balle de chiffon. Mais même dans ces moments de jeu, Mamadi montrait une discipline rare pour son âge. Il organisait les équipes, calmait les querelles entre joueurs et motivait les plus jeunes avec des mots simples mais fermes. « On gagne ensemble ou on perd ensemble », disait-il, les mains sur les hanches, comme un petit chef surveillant ses troupes. Souleymane le regardait, amusé, ses yeux brillants d'admiration. « Mamadi, un jour, tu commanderas plus qu'une équipe de foot. Tu seras un grand homme. » « Je le sais. » Mamadi riait, secouant la tête, mais les mots de son ami restaient dans un coin de son esprit, comme une prophétie murmurée. Un soir de 1994, une nouvelle bouleversa la maison des Doumbouya. Mamadi, alors âgé de 14 ans, rentra de l'école, son sac de toile usé sur l'épaule, pour trouver sa mère en discussion animée avec Sekouba, un voisin et ancien militaire aux cheveux grisonnants. « À Dja, il y a une école à Kankan qui forme des jeunes pour l'armée, » expliquait Sekouba, sa voix grave résonnant dans la cour étroite. « Mamadi est intelligent, discipliné, il a le feu dans le cœur. Il pourrait réussir là-bas. » Adja fronça les sourcils, ses mains serrant son pagne coloré. « L'armée, c'est un monde dur, Sekouba. Mon fils est fait pour les études, pour devenir enseignant ou médecin, pas pour porter un fusil. » Mamadi, qui écoutait depuis le seuil, s'avança, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Maman, je veux essayer. Je veux servir la Guinée, comme Baba l'a fait pendant l'indépendance, comme Sékou Touré l'a rêvé. » Hadja le fixa longuement, ses yeux brillants d'un mélange d'inquiétude et de fierté. Elle soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « D'accord, Mamadi, mais tu dois promettre de ne jamais oublier qui tu es, ni d'où tu viens. Banankereda est ton ancre, ne l'oublie pas. » Mamadi posa une main sur son cœur, sa voix ferme. « Je promets, maman. Je porterai Kankan partout avec moi. » Quelques mois plus tard, Mamadi se présenta à l'école militaire locale, un bâtiment décrépit à la sortie de Kankan, entouré de manguiers et de murs fissurés. Les tests étaient rudes, courses sous le soleil brûlant, le sable collant à la peau, questionnaire sur l'histoire guinéenne, épreuve de discipline où il fallait rester immobile pendant des heures, malgré la chaleur et les mouches. Mamadi, malgré son jeune âge, impressionna les instructeurs. « Ce garçon a du feu dans les yeux, » murmura l'un d'eux, un homme aux cicatrices de guerre barrant le visage. Mamadi passa les épreuves avec succès, répondant aux questions sur Samori Touré et l'indépendance avec une clarté qui surprit les examinateurs. Il gagna une place pour une formation plus avancée à Conakry, une opportunité rare pour un garçon de Kankan. La nouvelle se répandit à Banankereda et les voisins vinrent féliciter Adja, apportant des mangues, des galettes de mil et des vœux de succès. « Ton fils ira loin, disait-il, leur voix pleine d'espoir. » Adja souriait, mais en serrant Mamadi dans ses bras, elle murmura à son oreille. « Sois prudent, mon fils. Le feu en toi peut éclairer le chemin, mais il peut aussi consumer tout sur son passage. Garde ton cœur pur. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Mamadi rangea ses maigres affaires dans un sac en toile. Quelques vêtements rapiécés, un vieux cahier rempli de notes, une photo de sa famille prise lors d'une fête à la mosquée. La veille de son départ, une fête improvisée eut lieu dans la cour des Doumbouya. Les femmes du quartier dansaient, leurs pagnes colorés tournoyant sous la lumière des étoiles, tandis que les hommes tapaient des mains en rythme. Les enfants couraient autour du feu, riant et criant.
Baba, assis à l'écart sur sa natte, observait Mamadi avec un mélange de fierté et de gravité. « Tu pars pour un grand voyage, petit, dit-il, posant une main lourde sur son épaule. Mais souviens-toi, un héros n'oublie jamais sa terre. Can-Can sera toujours en toi, comme une étoile qui guide dans la nuit. » Mamadi hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Il regarda les visages autour de lui. Hadja, les yeux humides mais souriantes, Karifala, fier mais silencieux, Souleymane, qui lui tapa à l'épaule en riant, Fatoumata, la marchande, qui lui offrit une mangue bien mûre. Ces visages étaient sa force, son encre, la racine de ses rêves. En 1986, à 6 ans, Mamadi se tenait dans une cour poussiéreuse à Conakry, face à un officier militaire. Le soleil tapait fort, et la sueur coulait sur son front, trempant son t-shirt, usé par le voyage depuis Cancan. L'officier, un homme à la moustache sévère et à l'uniforme impeccable, le toisa. « Pourquoi veux-tu rejoindre l'armée, gamin ?» demanda-t-il. Sa voix tranchante comme un sabre. Mamadi redressa les épaules, son regard brûlant d'une flamme née à Banane-Keroda, nourri par les récits de Baba, les conseils de Hadja et les espoirs de son peuple. Pour réveiller la Guinée, pour qu'elle soit fière, libre et forte. L'officier esquissa un sourire rare, presque imperceptible, ses yeux scrutant le garçon comme s'il voyait l'avenir. « Toi, tu as du feu. On verra si tu tiens la route. » Le jour du départ, Mamadi monta dans un vieux bus pour Conakry, son sac en toile serré contre lui. Par la fenêtre, il regarda les manguiers de Banane-Keroda s'éloigner, leurs ombres dansant sur la terre rouge comme un adieu silencieux. Les paroles de Baba résonnaient dans sa tête. Un héros se forge dans le feu. Il serra les poings, prêt à affronter ce feu, prêt à devenir l'homme qui changerait la Guinée. Derrière lui, Hadja, debout dans la cour de leur maison, essuya une larme, son cœur partagé entre la fierté et la peur. Elle savait que son fils partait pour un destin plus grand, un destin qui porterait Cancan jusqu'au sommet mais aussi dans les tempêtes. Le bus bringue-ballant cahotait sur la route poussiéreuse vers Conakry, ses pneus crissant sur les cailloux, tandis que Mamadi Doumbouya, 6 ans, serrait son sac en toile contre sa poitrine. À travers la fenêtre rayée, les manguiers de Banane-Keroda s'évanouissaient dans la lumière dorée du crépuscule, leurs ombres s'étirant comme des mains tendues vers lui. Les paroles de son grand-oncle Baba résonnaient encore dans sa tête. Un héros se forge dans le feu. Mamadi ferma les yeux, inspirant l'odeur de sueur et de métal du bus, et sentit une flamme brûler en lui, un mélange d'excitation et d'appréhension. Il quittait Cancan, sa maison, pour un monde inconnu, celui de l'armée, où il devrait prouver qu'il était plus qu'un garçon de Banane-Keroda. À l'arrière, une vieille femme chantonnait un air malinqué, et Mamadi murmura à lui-même « Je serai prêt ». Il serra les poings, déterminé à transformer cette flamme en un feu qui éclairait son chemin. À Conakry, la capitale grouillante de vie, Mamadi découvrit un monde bien différent des ruelles tranquilles de Cancan. Les klaxons des taxis jaunes, les cris des vendeurs ambulants et l'odeur salée de l'océan Atlantique emplissaient l'air. La caserne militaire, un bâtiment gris aux murs écaillés, se dressait au bord d'une colline, entourée de barbelés et de manguiers chétifs. Mamadi, son sac sur l'épaule, se présenta devant un officier à l'uniforme impeccable, le même qu'il avait interrogé lors de sa sélection. « Doumbouya, c'est ça ?» grogna l'officier feuilletant une liste. « Tu viens de loin, gamin. Voyons si ton feu de Cancan tient face à la discipline. » Mamadi redressa les épaules, son regard ferme. « Je suis prêt, mon commandant. » L'officier haussa un sourcil, impressionné malgré lui par l'assurance du jeune homme. « On verra. Va rejoindre les autres recrues. Et pas de bêtises. » Mamadi hocha la tête, le cœur battant, et marcha vers la cour où une trentaine de jeunes, certains nerveux, d'autres vantards, attendaient sous le soleil brûlant. Les premiers mois à la caserne furent un choc. Les journées commençaient avant l'aube, avec des courses interminables dans la poussière, des pompes jusqu'à l'épuisement, et des leçons sur le maniement des armes. Les instructeurs, des hommes aux voix dures et aux visages marqués, ne toléraient aucun écart. « Bouge, Doumbouya, tu crois que les ennemis attendent ?» hurlait un sergent pendant l'exercice, alors que Mamadi trébuchait sous le poids d'un sac de sable. Mais Mamadi ne se plaignait jamais. Chaque cri, chaque goutte de sueur, chaque muscle endolori était une étape vers son rêve. Le soir, dans le dortoir où les recrues s'entassaient sur des lits métalliques grinçants, il repensait aux paroles de sa mère. « Hadja, garde Cancan dans ton cœur. » Il sortait parfois la photo de sa famille, usée par le voyage, et la fixait dans la pénombre, se jurant de ne pas décevoir ceux qui croyaient en lui. Mamadi se démarqua rapidement. Sa discipline, forgée par les conseils de son père Karifala, et sa curiosité, nourrie par ses lectures à Cancan, impressionnaient les instructeurs. Lors des cours d'histoire militaire, il répondait avec précision, citant les batailles de Samori Touré ou les stratégies de l'indépendance. « Ce garçon a une tête, pas seulement des muscles », murmura un officier à un collègue.
À 17 ans, Mamadi fut sélectionné pour une formation spéciale au Sénégal, une opportunité rare pour un jeune Guinéen. Le voyage à Dakar fut sa première sortie du pays et l'immensité de l'océan, vue depuis l'avion, lui donna le vertige. Mais il serra les poings se rappelant les mots de Baba: un héros se forge dans le feu. À Dakar, il apprit le maniement d'armes modernes, les tactiques de combat en jungle et la discipline d'une armée professionnelle. Les instructeurs sénégalais, impressionnés par son sérieux, le surnommèrent le Guinéen de fer. À 19 ans, Mamadi fit un choix audacieux: rejoindre la Légion étrangère française. La rumeur courait à la caserne de Conakry qu'un officier français recrutait des jeunes prometteurs pour cette unité d'élite. Mamadi, poussé par son ambition et son désir d'apprendre, se porta volontaire. « Tu vas servir les Français ?» lui demanda un camarade, incrédule, lors d'une soirée sous les étoiles. Mamadi secoua la tête. « Je sers la Guinée. Mais pour la réveiller, je dois apprendre des meilleurs. » Le recrutement fut un autre test, plus dur encore. Épreuve physique, interrogatoire, test psychologique. Mamadi passa chaque étape, son regard brûlant de détermination. En 2000, il signa son contrat et partit pour la France, laissant derrière lui Conakry et les manguiers de Cancan. La Légion étrangère était un monde à part. À Aubagne, au centre d'entraînement, Mamadi découvrit une discipline de fer et une fraternité unique. Les légionnaires, venus des quatre coins du monde, parlaient un français rugueux, mêlé d'accents russes, brésiliens ou asiatiques. Mamadi, avec son accent malinqué, se fit rapidement respecter. « Doumbouya, tu cours comme un lion !» lança un sergent français lors d'une marche forcée de 20 km, sac au dos, sous une pluie battante. Mamadi, trempé mais inébranlable, répondit par un sourire. Les entraînements étaient brutaux, combats au corps, à corps, tirs dans des conditions extrêmes, nuits blanches dans les montagnes. Mais Mamadi s'épanouissait dans ce feu, chaque épreuve renforçant sa conviction qu'il se forgeait pour un destin plus grand. En 2002, Mamadi fut déployé en Afghanistan, sa première mission de combat. Les montagnes arides de la province de Kandahar, balayées par le vent et la poussière, étaient un monde loin de Cancan. Lors d'une patrouille, son unité tomba dans une embuscade. Les tirs claquaient, les rochers explosaient sous les balles. « À couvert !» hurla le commandant. Mamadi, accroupi derrière un rocher, visa calmement et abattit 2 ennemis, sa main ferme malgré le chaos. « Bien joué, Guinéen !» cria un camarade, un Polonais nommé Marek. Après la mission, le commandant le convoqua. « Doumbouya, tu as du sang-froid. Tu iras loin. » Mamadi hocha la tête, mais en lui, une pensée tournait. Chaque balle tirée, chaque pas dans ce désert, était un pas vers la Guinée. Les années suivantes, Mamadi enchaîna les missions. Côte d'Ivoire, où il patrouilla dans les rues chaotiques d'Abidjan pendant la crise de 2004, Djibouti, où il s'entraîna sous un soleil écrasant, et des formations spéciales au Gabon et en Israël. À chaque étape, il absorbait tout, tactique, stratégie, leadership. En 2008, il fut envoyé à l'école de guerre à Paris, une institution prestigieuse. Là, entouré d'officiers du monde entier, il étudia la géopolitique, la stratégie militaire et obtint un master en défense à l'université Paris-Panthéon-Assas. Les salles de classe, avec leurs murs ornés de portraits de généraux, contrastaient avec les marchés de Cancan, mais Mamadi y voyait une continuité. « Tout cela, c'est pour la Guinée », se répétait-il, griffonnant des notes sur la gouvernance et les erreurs des dirigeants africains. À Paris, Mamadi rencontra aussi Lauriane Darbou, une sous-officière française de la gendarmerie. Leur rencontre, lors d'un dîner organisé par un officier commun, fut discrète mais marquante. Lauriane, avec son rire franc et son regard direct, intrigua Mamadi. « Tu viens d'où, avec cet accent ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. « Cancan, en Guinée. Et toi ?» répondit-il amusé. « De Normandie. Pas aussi exotique ?» Leur complicité grandit, et Mamadi, habituellement réservé, se surprit à parler de ses rêves pour la Guinée. Lauriane écoutait, fascinée par cet homme qui portait un pays entier dans son cœur. Leur relation, encore naissante, devint une ancre pour Mamadi, dans ce monde loin de chez lui. En 2009, Mamadi atteignit le grade de caporal dans la Légion, une prouesse pour un homme si jeune. Mais son cœur le ramenait vers la Guinée. Les nouvelles de Conakry, lues dans des journaux ou entendues par des compatriotes, parlaient d'un pays en crise, corruption, pauvreté, tensions politiques. Mamadi, assis dans un café parisien, feuilletait un article sur les troubles en Guinée. « Je dois rentrer », murmura-t-il, ses doigts serrant la tasse. Il avait appris tout ce que la Légion pouvait lui offrir. Discipline, stratégie, courage sous le feu.
mais la Guinée l'appelait comme une voix dans la nuit. En 2012, Mamadi Doumbouya descendit de l'avion à Conakry. Son sac en toile usé sur l'épaule, l'odeur salée de l'Atlantique et la chaleur moite de la capitale le frappant comme un souvenir d'enfance. À 27 ans, il portait toujours Can-Can en lui, les manguiers de Banankereda, les récits de son grand-oncle Baba, les conseils de sa mère Hadja, mais il portait aussi le feu de l'Afghanistan, où les balles sifflaient dans le désert, les leçons de discipline de la Légion étrangère française et les idées stratégiques apprises à l'école de guerre à Paris. Sa vision était claire, la Guinée, ce pays riche mais endormi, devait se réveiller. À la caserne de Conakry, un bâtiment gris aux murs écaillés, les officiers l'accueillirent avec un mélange de curiosité et d'admiration. Doumbouya, le légionnaire, lança un capitaine, lui tapant l'épaule avec un large sourire. Mamadi répondit par un sourire discret, mais ses yeux, sombres et perçants, étaient déjà tournés vers l'avenir, vers les défis d'un pays au bord du gouffre, où la corruption et la pauvreté étouffaient les rêves du peuple. Mamadi, jeune mais aguerri, impressionnait par son assurance. Grand, les épaules solides, il portait les marques de ses années dans la Légion, une démarche droite, un regard qui ne sciait pas. On lui confia rapidement un rôle d'instructeur militaire à la caserne Samori, un centre d'entraînement poussiéreux à la périphérie de Conakry. Là, il formait de jeunes recrues, des garçons au regard nerveux, à peine plus jeunes que lui lorsqu'il avait quitté Banankereda. La discipline, c'est votre arme la plus forte, leur répétait-il, sa voix ferme, mais jamais cruelle. Il les faisait courir sous le soleil brûlant, leur enseignait le maniement des fusils et leur parlait de l'histoire guinéenne, de Samori Touré à l'indépendance de 1958, pour leur donner un sens à leur engagement. Les recrues l'écoutaient, captivés, car Mamadi n'était pas comme les autres officiers. Il ne criait pas pour intimider, mais pour inspirer. « Ce type a vu le monde !» murmurait un jeune soldat à son camarade un soir dans le dortoir au lit métallique grinçant. « Il a combattu en Afghanistan, étudié à Paris, il sait de quoi il parle. » Mais la réalité de l'armée guinéenne était loin de la Légion. La caserne manquait de tout. Équipements usés, rations maigres, officiers corrompus, qui détournaient les fonds pour leur propre poche. Mamadi, observant les uniformes déchirés des recrues et les fusils rouillés, sentait une frustration sourde monter en lui. Il repensait aux paroles de Hadja. Ce sont les cœurs des dirigeants qui manquent. La Guinée, avec ses mines d'or à Siguiri et de bauxite à Bokeh, aurait dû briller comme un phare en Afrique, mais elle s'enlisait dans la misère. Le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, promettait le changement lors de ses discours télévisés, mais Mamadi voyait peu de progrès dans les rues de Conakry. Les routes étaient criblées de nids de poules, les coupures d'électricité plongeaient la ville dans l'obscurité, et les manifestations de rue, souvent réprimées par des gaz lacrymogènes, grondaient comme un orage qui refusait de s'apaiser. Mamadi, en silence, observait tout, son esprit aiguisé par ses années à l'étranger, notant chaque faille, chaque injustice. En 2013, Mamadi fut promu commandant, une reconnaissance de ses compétences et de sa réputation de légionnaire. On lui confia des missions plus stratégiques, comme la sécurisation des frontières dans la région de Koundara, où des tensions avec les pays voisins menaçaient la stabilité. Dans les collines arides du Nord, il mena ses hommes avec une précision chirurgicale, gagnant leur respect. « Doumbouya ne donne jamais un ordre qu'il ne suivrait pas lui-même », disait un sergent. Admiratif, après une patrouille sous une pluie torrentielle qui transformait le sol en boue glissante. Mamadi, trempé mais droit, marchait en tête, son regard scrutant l'horizon comme s'il pouvait voir l'avenir de la Guinée. Ses missions renforçaient sa conviction. L'armée guinéenne pouvait être une force de changement, mais seulement si elle était dirigée par des hommes intègres, des hommes qui mettaient le peuple avant leur propre intérêt. À Conakry, Mamadi retrouvait parfois Lauriane, sa compagne française, rencontrée à Paris, qu'il avait suivie en Guinée après leur mariage. Dans leur petit appartement près de la corniche, où l'odeur de l'océan entrait par la fenêtre ouverte, ils parlaient tard dans la nuit. « Ce pays a tout pour réussir », disait Mamadi, ses doigts tapotant nerveusement la table en bois. « Les mines, les rivières, les terres fertiles. Mais il est enchaîné par la corruption, Lauriane. » Elle hochait la tête, son pragmatisme de Normande tempérant son feu. « Tu peux changer ça, Mamadi. Mais sois patient. Et surtout, sois prudent. Les hommes au pouvoir n'aiment pas ceux qui brillent trop. » Mamadi souriait, touché par son soutien, mais une ombre passait dans ses yeux. Il savait que le chemin qu'il envisageait, celui d'un changement radical, serait semé d'embûches, peut être même de trahison. En 2018, Mamadi reçut une promotion majeure. Commandant du groupement des forces spéciales, GFS, une unité d'élite créée pour contrer les menaces internes et externes, la caserne du GFS, fortifiée et isolée près de Conakry, était un symbole de modernité dans une armée souvent désorganisée.
Mamadi s'y plongea corps et âme, comme il l'avait fait dans la Légion. Il réforma les entraînements, s'inspirant des méthodes qu'il avait apprises en France, au Gabon, en Israël, marche forcée de 30 kilomètres, simulation de combat en pleine nuit, discipline stricte mais juste. Si nous sommes faibles, la Guinée est faible, lançait-il à ses hommes, son béret rouge vissé sur la tête, son regard perçant les motivant mieux que n'importe quel cri. Les soldats, d'abord intimidés par cet officier qui semblait ne jamais douter, apprirent à l'admirer. Le commandant Doumbouya, c'est un lion, murmurait un caporal après un exercice où Mamadi avait couru à leur côté, portant le même sac lourd que ses hommes. Mamadi, en retour, prenait le temps de connaître chaque soldat. Leur nom, leur famille, leurs espoirs. Il voulait une unité unie, non pas seulement par la discipline, mais par un but commun. Protéger la Guinée, la rendre fière. Cette promotion attira l'attention d'Alpha Condé, le président au pouvoir. Condé, un homme rusé aux cheveux blancs et au sourire calculateur, voyait en Mamadi un atout précieux pour son régime, mais aussi une menace potentielle. Lors d'une cérémonie à la caserne en 2019, Condé serra la main de Mamadi, son regard scrutateur plongé dans le sien. « Vous faites du bon travail, commandant Doumbouya. La Guinée a besoin d'hommes comme vous, loyaux et forts. » Mamadi inclina la tête, respectueux, sa voix posée. « Merci, monsieur le président, je sers mon pays. » Mais en privé, il confia à Lauriane, dans l'intimité de leur appartement. « Condé me flatte, mais il ne me fait pas confiance. Il craint le GFS, il craint ce que je pourrais devenir. » Il avait raison. Condé, méfiant, limitait les ressources du GFS, réduisant les budgets pour les armes et les véhicules, craignant que Mamadi ne devienne trop puissant, trop populaire auprès des soldats et du peuple. Mamadi, de son côté, observait Conakry avec un regard de plus en plus critique. Les manifestations contre le régime de Condé s'intensifiaient, surtout après 2019, lorsque le président annonça son intention de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Dans les quartiers populaires comme Ratoma ou Dixine, les jeunes descendaient dans les rues, brandissant des pancartes, scandant des slogans contre la corruption et le pouvoir autoritaire. Les gaz lacrymogènes, les tirs de la police, les arrestations brutales devenaient monnaie courante. Mamadi, depuis la caserne, entendait les échos de ces protestations, les cris des jeunes qui demandaient une Guinée meilleure. Il repensait aux paroles de Baba, « La Guinée dort, écrasée par des hommes qui prennent plus qu'ils ne donnent. » Ces mots, prononcés sous le manguier de Banankereda, résonnaient plus fort que jamais. En 2020, Mamadi fut promu colonel. Une distinction rare pour un homme de 35 ans. La cérémonie, sous un soleil écrasant dans la cour de la caserne, fut marquée par des poignées de main et des discours officiels. Condé, présent, lui remit son insigne, un sourire politique aux lèvres. « Continuez à servir avec honneur, colonel Doumbouya. La Guinée compte sur vous. » Mamadi salua, son visage impassible, mais son esprit bouillonnait. Les nouvelles des disparitions d'opposants, comme Fonike Mengue, et des violences contre les manifestants pesaient sur lui comme un fardeau. Il repensait à ses années dans la Légion, où il avait appris que l'autorité sans justice était une coquille vide, une façade qui s'effondrait sous le poids de la vérité. Dans les couloirs de la caserne, il entendait les murmures de ces hommes, frustrés par un régime qui semblait s'accrocher au pouvoir à tout prix. « Colonel, quand est-ce qu'on agit ?» demanda un jour un jeune lieutenant, les yeux brillants d'une colère contenue. Mamadi le fixa, sa voix basse mais ferme. « Patience. Le moment viendra. Mais quand il viendra, nous devrons être prêts. » Ce moment se dessina en 2021. Mamadi, dans le secret de la caserne du GFS, commença à réunir des officiers de confiance, des hommes qu'il avait formés, des soldats qui partageaient sa vision. Dans une pièce au mur nu, éclairée par une ampoule vacillante, il parlait à voix basse, ses mots pesés mais lourds de sens. La Guinée souffre. Le peuple crie dans les rues, mais Condé n'écoute pas. L'armée doit être la voix du peuple, pas son bourreau. Nous devons agir non pas pour le pouvoir, mais pour la justice. Ces hommes assis en cercle hochaient la tête, leurs visages graves, leurs poings serrés. Mamadi savait que ce qu'il planifiait était un pari dangereux, un coup d'État, un acte qui pouvait le hisser au sommet ou le briser. Mais il repensait à une phrase entendue à Paris, attribuée à Jerry Rawlings, le président ghanéen qui avait renversé un régime corrompu. « Si le peuple est écrasé par ses élites, c'est à l'armée de lui rendre sa liberté. » Ces mots devenaient son guide, son étendard. Chaque nuit, Mamadi pesait le pour et le contre, discutant avec Lauriane dans leur appartement. Elle l'écoutait en silence, ses yeux bleus scrutant son visage. « C'est dangereux, Mamadi, murmurait-elle, sa main serrant la sienne. Tu risques tout, ta carrière, ta famille, ta vie, mais si tu crois que c'est juste... »
Je suis avec toi. Mamadi serrait sa main en retour. Son cœur partagé entre l'amour pour sa femme et le devoir qu'il sentait envers son pays. Il savait que le chemin qu'il empruntait était semé de périls, mais le feu de Kankan, ce feu allumé par Baba, Hadja, et les rêves de son enfance brûlaient trop fort pour être ignorés. L'été 2021 fut une période de tension extrême à Conakry. Les manifestations contre le troisième mandat de Condé s'intensifiaient, les rues de Ratoma et de Dixine résonnant de slogans et de cris. Le GFS, parfois appelé pour maintenir l'ordre, se retrouvait dans une position délicate. Mamadi, refusant de verser le sang du peuple, donnait des ordres clairs à ses hommes. Pas de tir sur les civils. On protège, on ne tue pas. Ses soldats obéissaient, mais la frustration montait, tant dans la caserne que dans les rues. Mamadi en civil se mêlait parfois aux foules, écoutant les plaintes des jeunes. Chômage, corruption, rêves brisés par un régime qui semblait sourd. Une nuit, rentrant chez lui, le visage fermé, il confia à Lauriane. Le peuple a raison. Condé a trahi la Guinée. Il est temps. Elle hocha la tête, sans un mot, mais son regard disait tout. Elle savait que son mari s'engageait sur un chemin sans retour. Dans la caserne du GFS, les préparatifs s'accéléraient en secret. Mamadi traçait des plans sur une carte de Conakry, marquant le palais Sékou Toureya, les points stratégiques, les casernes loyalistes. Il parlait à ses hommes de discipline, de timing, de l'importance de parler au peuple après l'action. « Ce n'est pas pour nous, c'est pour la Guinée », répétait-il, son regard brûlant. Ses officiers, des hommes qu'il avait choisis pour leur loyauté et leur courage, acquiesçaient, prêts à le suivre. Le 4 septembre 2021, à la veille du jour fatidique, Mamadi réunit ses officiers une dernière fois dans la pièce aux murs nus. « Demain, nous agissons, dit-il, sa voix calme mais lourde, comme une lame affûtée. Pas pour le pouvoir, mais pour le peuple. Êtes-vous avec moi ?» Les hommes levèrent les poings en silence, leurs yeux reflétant le même feu que celui de leur colonel. Mamadi hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Il repensait à Hadja, à Baba, à Souleymane, à tous ceux qui avaient cru en lui à Kankan. La Guinée, endormie trop longtemps sous le poids de la corruption, allait se réveiller, et lui, Mamadi Doumbouya, serait la flamme qui l'embraserait, pour le meilleur ou pour le pire. Le 4 septembre 2021, dans la nuit lourde de Conakry, Mamadi Doumbouya réunit ses officiers du groupement des forces spéciales dans une pièce aux murs nus, éclairée par une ampoule vacillante. « Demain, nous agissons, dit-il, sa voix calme mais lourde, comme une lame affûtée. Pas pour le pouvoir, mais pour le peuple. Êtes-vous avec moi ?» Les hommes levèrent les poings en silence, leurs yeux reflétant le même feu que celui de leur colonel. Mamadi hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Il repensait à Hadja, à Baba, à Souleymane, à tous ceux qui avaient cru en lui à Kankan. La Guinée, endormie trop longtemps sous le poids de la corruption, allait se réveiller, et lui, Mamadi Doumbouya, serait la flamme qui l'embraserait, pour le meilleur ou pour le pire. Il quitta la caserne sous un ciel sans étoiles, rentra chez lui, et passa une dernière nuit sans sommeil, Lauriane, à ses côtés, sa main serrant la sienne en silence. À l'aube, le destin l'attendait. Le 5 septembre 2021, avant que le soleil ne perce les nuages gris de Conakry, Mamadi se leva, enfila son uniforme vert olive, ajusta son béret rouge, et vérifia son pistolet avec une précision mécanique. Dans leur petit appartement près de la corniche, Lauriane l'observa, son visage pâle mais résolu. « Reviens-moi, Mamadi, » murmura-t-elle, ses yeux bleus brillant d'une inquiétude contenue. Il posa une main sur son épaule, son regard ferme. « Je reviens toujours. Pour toi, pour la Guinée. » Il partit sans un mot de plus, la porte se refermant doucement derrière lui. Dehors, l'air était lourd, chargé d'humidité et de tension. Les rues de Conakry dormaient encore, mais Mamadi savait que dans quelques heures, tout changerait. À la caserne du GFS, ses hommes l'attendaient, une trentaine de soldats d'élite, leurs visages tendus mais déterminés. Mamadi, debout devant eux, parla d'une voix basse mais claire. « Aujourd'hui, nous prenons le palais Sékou Toureya. Nous arrêtons Alpha Condé. Pas pour nous, mais pour le peuple qui crie dans les rues. Discipline, précision, pas de sang inutile. » La Guinée nous regarde. Les hommes hochèrent la tête, ajustant leurs armes, leurs bottes résonnant sur le sol de la cour. Mamadi monta dans un pick-up blindé, suivi par une colonne de véhicules kaki. Les moteurs rugirent, brisant le silence de l'aube, et le convoi s'élança vers le centre de Conakry, vers le palais présidentiel, un bâtiment blanc aux colonnades imposantes, symbole d'un pouvoir que Mamadi jugeait corrompu.
Les rues de la capitale s'éveillaient à peine, quelques taxis jaunes klaxonnant, des vendeurs installant leurs étals. Le convoi du GFS, rapide et discret, évita les grands axes, serpentant à travers les ruelles de Kaloum, le quartier administratif. Mamadi, assis à l'avant du premier véhicule, scrutait la route, sa main serrée sur la radio. « Restez vigilants !» murmura-t-il dans le micro. « Les gardes du palais sont loyaux à Condé. » À l'approche de Sékou Touraya, les premiers tirs éclatèrent. Les soldats présidentiels, alertés par le bruit des moteurs, ouvrirent le feu depuis les barricades. Les balles sifflaient, ricochant sur les blindages. « À couvert !» cria Mamadi, sautant du véhicule, son pistolet à la main. Ces hommes, entraînés à la perfection, ripostèrent avec précision, neutralisant les tireurs sans perdre un instant. Mamadi, accroupi derrière un mur, visa un sniper sur un balcon et tira, le faisant tomber. Le feu de Kankan brûlait dans ses veines, le même feu qu'il avait porté en Afghanistan. L'assaut fut rapide, méthodique. Les forces du GFS, supérieures en entraînement, débordèrent les gardes du palais en quelques minutes. Mamadi, en tête, franchit les portes de Sékou Touraya, son béret rouge contrastant avec la fumée des tirs. À l'intérieur, le luxe du palais le frappa, tapis persan, lustre doré, portrait de Condé accroché au mur, mais il n'y avait pas de temps pour s'attarder. « Trouvez le président !» ordonna-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Ces hommes fouillèrent les couloirs, renversant meubles et portes. Mamadi, guidé par un instinct aiguisé, monta à l'étage où un aide-de-camp tenta de l'arrêter. « C'est fini !» lui dit Mamadi, le désarmant d'un geste rapide. Dans une pièce au fond, il trouva Alpha Condé, assis derrière un bureau, ses cheveux blancs en désordre, son regard mêlant défi et résignation. « Doumbouya !» murmura Condé, sa voix tremblante. « Tu trahis ton pays !» Mamadi le fixa impassible. « Non, monsieur le président, c'est vous qui l'avez trahi. Le peuple a parlé. » Il fit un signe, et 2 soldats menottèrent Condé, l'escortant hors de la pièce. Avec le palais sécurisé, Mamadi savait que le moment crucial approchait. Parler à la nation. Il ordonna à ses hommes de prendre le contrôle de la radio-télévision guinéenne, RTG, à quelques kilomètres de là. Le convoi traversa Conakry à toute vitesse, alors que les premières rumeurs du coup d'État se répandaient. Dans les quartiers de Ratoma et Dixine, des jeunes commençaient à sortir, curieux, certains criant de joie, d'autres méfiants. À la RTG, les techniciens, surpris, levèrent les mains face aux soldats du GFS. Mamadi, son béret toujours en place, entra dans le studio, où une caméra rouillée l'attendait. Il s'assit, ajusta son uniforme, et fixa l'objectif. « Peuple de Guinée », commença-t-il sa voix grave et posée, « aujourd'hui, le Comité national du Rassemblement pour le développement a pris le pouvoir. Alpha Condé n'est plus président. La Guinée mérite mieux. Justice, liberté, prospérité. Nous suspendons la Constitution, dissolvons le gouvernement, mais nous promettons une transition pour le peuple. » Il marqua une pause, repensant à une phrase de Jerry Rawlings qu'il avait lue à Paris. « Si le peuple est écrasé, l'armée doit lui rendre sa liberté. » Il ajouta, les yeux brûlants, « Nous sommes vos soldats. » La Guinée se réveille. Le discours, diffusé en direct, électrisa Conakry. Dans les rues, les foules se rassemblèrent, certains scandant « Doumbouya », d'autres hésitant, craignant un nouveau cycle de pouvoir militaire. Mamadi, quittant le studio, monta sur le toit de la RTG pour observer la ville. La mer scintillait au loin, les klaxons résonnaient, et les cris des manifestants montaient comme une vague. Un officier, le lieutenant Diallo, le rejoignit. « Colonel, on a réussi. » « Mais maintenant ?» Mamadi, le regard fixé sur l'horizon, répondit « Maintenant, le vrai travail commence. Le peuple nous regarde. » Il repensait à Kankan, à Hadja, à Baba, à leur rêve d'une Guinée fière. Mais il savait aussi que le pouvoir qu'il venait de prendre était une lame à double tranchant. Un faux pas, et le feu qu'il avait porté pourrait consumer tout ce qu'il aimait. De retour à la caserne du GFS, Mamadi réunit ses hommes pour organiser la transition. Il nomma le CNRD, un comité de militaires et de civils, pour gérer le pays. Pas de vengeance, pas de chasse aux sorcières, ordonna-t-il. Nous devons unir, pas diviser. Mais les défis s'amoncelaient déjà. Les loyalistes de Condé, tapis dans l'ombre, préparaient des contre-attaques. Les puissances étrangères, surprises par le coup, exigeaient des explications. Et le peuple, bien que soulagé pour beaucoup, restait méfiant, habitué aux promesses brisées. Mamadi, dans son bureau improvisé, feuilletait un carnet où il avait noté ses idées pour la Guinée, éducation, mines nationalisées, justice pour tous. Lauriane, arrivé à la caserne, posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait, Mamadi, mais le plus dur est devant toi.
Il hocha la tête, ses yeux fatigués mais déterminés. « Je sais. Mais pour Kankan, pour la Guinée, je n'arrêterai pas. » Le soir du 5 septembre, Conakry était en ébullition. Les jeunes dansaient dans les rues, les radios diffusaient le discours de Mamadi en boucle, et les discussions animaient les marchés. Mamadi, seul un instant dans la cour de la caserne, leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles perçaient les nuages. Il repensait à son enfance, au manguier de Banankereda, aux paroles de Baba. Un héros se forge dans le feu. Ce jour-là, le feu avait embrasé la Guinée, mais Mamadi savait que le garder sous contrôle serait son plus grand défi. La nation, réveillée, attendait de lui un miracle, et il était prêt à tout pour ne pas la décevoir. Le soir du 5 septembre 2021, Conakry vibrait d'une énergie nouvelle. Les rues remplies de jeunes dansants, de radios diffusant en boucle le discours de Mamadi Doumbouya et de discussions animées dans les marchés. Mamadi, seul un instant dans la cour de la caserne du groupement des forces spéciales, leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles perçaient les nuages gris. Il repensait à son enfance, au manguier de Banankereda, aux paroles de son grand-oncle Baba. Un héros se forge dans le feu. Ce jour-là, le feu avait embrasé la Guinée, réveillant une nation endormie par des décennies de corruption. Mais Mamadi savait que garder ce feu sous contrôle, le transformer en lumière plutôt qu'en incendie serait son plus grand défi. La nation, désormais éveillée, attendait de lui un miracle et il était prêt à tout pour ne pas la décevoir. Pourtant, dans la solitude de ce moment, une ombre pesait sur son cœur. Le pouvoir qu'il venait de saisir était une lame à double tranchant, capable de construire ou de détruire. Les jours suivants, le coup d'État furent un tourbillon. Mamadi, à la tête du Comité national du Rassemblement pour le développement, s'installa au palais Sékou Touréa, dont les lustres dorés et les tapis luxueux contrastaient avec la simplicité de son uniforme vert olive. Il réunit des officiers, des civils et même d'anciens opposants pour former le CNRD, promettant une transition rapide vers un gouvernement démocratique. Pas de vengeance, pas de chasse aux sorcières, déclara-t-il lors de la première réunion, sa voix ferme résonnant dans la salle. Nous unissons la Guinée, nous ne la divisons pas. Il nomma un premier ministre intérimaire, un technocrate respecté, et annonça des réformes. Lutte contre la corruption, nationalisation partielle des mines, amélioration de l'éducation. À Conakry, les foules l'acclamaient, scandant « Doumbouya » dans les quartiers de Ratoma et Dixine. Les jeunes, qui avaient bravé les gaz lacrymogènes sous Alpha Condé, voyaient en lui un sauveur, un homme qui parlait leur langue, qui avait grandi dans la poussière de Kankan comme eux. Mais les défis s'amoncelaient rapidement. Les loyalistes de Condé, tapis dans l'ombre, fomentaient des complots et Mamadi dut renforcer la sécurité autour du palais. Les puissances étrangères, surprises par le coup, réagissaient avec méfiance. L'Union africaine suspendit la Guinée, exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel, tandis que la France, où Mamadi avait étudié, adoptait un ton prudent, surveillant cet ancien légionnaire devenu chef d'État. À l'intérieur, les attentes du peuple étaient immenses. On veut du travail, des écoles, de l'électricité, cria un jeune lors d'un rassemblement à Conakry. Mamadi, observant la foule depuis une fenêtre du palais, sentait le poids de ses espoirs. Il repensait aux paroles de sa mère, Hadja, « Garde Kankan dans ton cœur ». Mais Kankan semblait loin, et le palais, avec ses murs froids, était un monde à part. En 2022, Mamadi lança des réformes ambitieuses. Il s'attaqua aux contrats miniers, renégociant avec les compagnies étrangères pour augmenter la part de la Guinée dans les profits du fer et de la bauxite. Le projet Simandou, une mine de fer colossale dans le sud-est, devint son étendard. « Simandou sera le moteur de notre économie », déclara-t-il lors d'un discours télévisé, son béret rouge contrastant avec le costume sombre qu'il portait désormais. Les travaux avancèrent, attirant des investisseurs chinois et australiens, et les premiers emplois locaux furent créés. À Conakry, des écoles furent rénovées et l'électricité, bien que toujours instable, devenait plus régulière dans certains quartiers. Mamadi, visitant un chantier à Bokeh, serra les mains des ouvriers, son sourire rappelant le garçon de Banankereda. « C'est pour vous, pour vos enfants », leur dit-il, et les travailleurs, touchés, l'acclamèrent. Mais le pouvoir apportait aussi des ombres. Les opposants, d'abord enthousiastes, commencèrent à murmurer. La transition, promise comme rapide, s'éternisait, et le CNRD, dominé par des militaires, semblait contrôler chaque décision. En 2023, des activistes comme Fonike Mangué disparurent ou furent arrêtés, accusés de comploter contre l'État. À Paris, des exilés guinéens déposèrent des plaintes dénonçant des disparitions forcées sous le régime de Mamadi. Ces accusations, relayées par la presse internationale, ternirent son image. Mamadi, dans son bureau, lisait les articles avec un mélange de colère et de frustration.
Je ne suis pas Condé, confia-t-il à Lauriane, ses poings serrés. Je veux la justice, pas la répression. Lauriane, toujours son encre, posa une main sur son bras. Alors, prouve-le, Mamadi. Écoute le peuple, pas seulement tes conseillers. Il hocha la tête, mais la solitude du pouvoir pesait plus lourd chaque jour. À Conakry, les tensions persistaient. Les manifestations, moins fréquentes qu'avant, éclataient parfois, surtout dans les quartiers populaires. Les jeunes qui avaient dansé le 5 septembre demandaient maintenant des comptes. « Où est la démocratie promise ?» criaient-ils, brandissant des pancartes. Mamadi, depuis le palais, ordonnait à ses forces de ne pas tirer, mais les gaz lacrymogènes revenaient, rappelant les jours sombres de Condé. Il savait que chaque erreur pouvait rallumer la colère du peuple. Dans les marchés, les femmes comme Fatoumata, la marchande de Cancan, parlaient avec espoir, mais aussi avec doute. « Doumbouya est un fils de chez nous, disait l'une d'elles, mais le pouvoir change les hommes. » Mamadi, entendant ces échos par ses informateurs, repensait à Baba. Un héros se forge dans le feu. Mais ce feu, il le découvrait, pouvait brûler ceux qu'il voulait sauver. En 2024, Mamadi accéléra les préparatifs pour les élections référendaires prévues en 2025. Il annonça un calendrier promettant de rendre le pouvoir à un gouvernement civil. « La Guinée sera un modèle pour l'Afrique », déclara-t-il lors d'un discours à la grande mosquée de Conakry, son ton solennel résonnant sous les dômes. Il consulta des chefs traditionnels, des imams, des leaders de la société civile, cherchant à bâtir un consensus. Mais les partis politiques exclus du CNRD restaient méfiants, craignant que Mamadi ne cherche à se maintenir au pouvoir. À l'étranger, l'Union africaine relâcha ses sanctions, impressionnée par les avancées de Simandou, mais exigeait des élections libres. Mamadi, dans son bureau, traçait des plans, notant des idées sur l'éducation et la justice, mais chaque décision semblait un pari. « Si je vais trop vite, je perds les militaires. » Les nuits étaient courtes. Mamadi, souvent seul dans son bureau, relisait les lettres de sa mère, Hadja, envoyées depuis Cancan. « Mon fils, n'oublie pas d'où tu viens, écrivait-elle, sa calligraphie tremblante trahissant son âge. Il téléphonait parfois à Souleymane, son vieil ami de Banankereda, désormais commerçant à Conakry. « Tu fais du bon travail, Mamadi, lui disait Souleymane, mais ne te perds pas dans ce palais. » Mamadi riait, mais le poids de ses mots le hantait. Lauriane, sa compagne, restait son refuge. Un soir, dans leur appartement, elle le trouva fixant la mer par la fenêtre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Mamadi soupira. « À Cancan. À ce garçon qui courait dans les marchés, qui rêvait de changer la Guinée. Je me demande s'il serait fier de moi. » Lauriane sourit, posant une main sur son visage. « Ce garçon est toujours en toi. Et il serait fier, mais il te dirait de continuer, de ne pas t'arrêter. » En mai 2025, à l'approche des élections référendaires, Conakry bourdonnait d'anticipation. Les affiches électorales envahissaient les murs, les radios débattaient, et les marchés vibraient de discussions. Mamadi, désormais âgé de 40 ans, se préparait à passer le flambeau, ou du moins à poser les bases d'une nouvelle Guinée. Le projet Simandou avançait, les écoles se multipliaient, mais les controverses persistaient. Certains le voyaient comme un héros, d'autres comme un militaire qui avait troqué un pouvoir pour un autre. Lors d'une visite à Cancan, il marcha dans les ruelles de Banankereda, serrant les mains des anciens, écoutant les enfants chanter son nom. Sous le manguier où Baba lui parlait jadis, il s'arrêta, le regard perdu. « Ai-je tenu ma promesse ?» murmura-t-il, comme si son grand-oncle pouvait répondre. Ce soir-là, de retour à Conakry, Mamadi s'assit avec Lauriane sur le balcon de leur appartement. La mer scintillait sous la lune, et les bruits de la ville montaient comme une chanson. « La Guinée est réveillée, dit-il, sa voix douce mais lourde. Mais elle est fragile. Ce que nous faisons maintenant décidera si elle grandit ou retombe. » Lauriane hocha la tête. « Tu as allumé le feu, Mamadi. Maintenant, apprends-leur à le porter. » Il sourit, pour la première fois depuis longtemps, et serra sa main. Le garçon de Cancan, le légionnaire, le colonel, le leader, tous vivaient en lui. Et il regardait vers l'avenir, prêt à affronter le feu, encore et toujours, pour une Guinée qui méritait de briller. En mai 2025, Mamadi Doumbouya se tenait au seuil d'une Guinée transformée, un pays qu'il avait réveillé le 5 septembre 2020 et lorsqu'il avait renversé Alpha Condé et allumé une flamme d'espoir dans les cœurs de millions de Guinéens. À 40 ans, il était plus seulement le garçon de Banankereda courant entre les manguiers, ni le légionnaire bravant les balles en Afghanistan, ni même le colonel audacieux qui avait défié un régime corrompu. Il était devenu une figure, un symbole, un homme dont le nom résonnait dans les marchés de Conakry, les villages de Cancan et les mines de Bokeh. Mais sous son béret rouge, sous l'uniforme qu'il portait encore parfois, battait toujours le cœur de ce garçon qui écoutait les récits de son grand-oncle Baba, qui absorbait les conseils de sa mère Hadja, qui riait avec son ami Souleymane
sous le soleil brûlant de la Haute-Guinée. Ce cœur forgé dans le feu de Cancan portait une promesse, faire de la Guinée une nation fière, libre et prospère. Et pourtant, en ce printemps 2025, alors que les élections référendaires approchaient, Mamadi savait que son voyage, loin d'être achevé, ne faisait que commencer. Son parcours était une épopée, une saga qui semblait tirer des contes malinqués qu'il lisait enfant. À 16 ans, il avait quitté les ruelles poussiéreuses de Banankereda, un sac en toile sur l'épaule, pour rejoindre l'armée à Conakry, porté par un rêve plus grand que lui. Les manguiers de Cancan s'étaient éloignés, mais leur ombre l'avait suivi à travers le monde. Dans les montagnes d'Afghanistan, où il apprenait le courage sous les tirs ennemis. À Paris, où il étudiait la stratégie et la gouvernance. À Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Gabon, où il forgeait son corps et son esprit. La Légion étrangère française, avec sa discipline de fer, avait fait de lui un guerrier, mais c'était la Guinée, toujours, qui guidait ses pas. Lorsqu'il rentra à Conakry en 2012, à 27 ans, il n'était plus un garçon, mais un homme avec une vision, réveiller une nation endormie, étouffée par la corruption et les promesses brisées. Ce réveil, il l'avait orchestré avec audace. En 2018, commandant du groupement des forces spéciales, il avait transformé une unité d'élite en un symbole d'espoir, formant des soldats non pas pour réprimer, mais pour protéger. En 2020, colonel à 35 ans, il avait vu la colère du peuple contre Alpha Condé, les manifestations noyées sous les gaz lacrymogènes, les rêves des jeunes brisés par un régime sourd. Le 5 septembre 2021, il avait agi, menant l'assaut sur le palais Sékou Touré, arrêtant Condé, et proclamant à la télévision nationale que la Guinée méritait mieux. Ce jour-là, il avait cité en son cœur Jerry Rawlings. Si le peuple est écrasé, l'armée doit lui rendre sa liberté. Et il l'avait fait devenant à 36 ans d'une nation en quête de renouveau. Sous le Comité national du Rassemblement pour le développement, Mamadi avait affronté des défis titanesques. Il avait renégocié les contrats miniers, faisant du projet Simandou un moteur économique qui créait des emplois à Nzérékoré, à Boké, à Cancan. Il avait rénové des écoles, ramené l'électricité dans des quartiers plongés dans le noir et promis des élections pour 2025, un retour à la démocratie qu'il jurait de respecter. Mais le pouvoir, il l'avait appris, était une épreuve aussi dure que les marches forcées de la Légion. Les accusations de répression, les disparitions d'opposants comme Fonike Mengue, les plaintes déposées à Paris avaient terni son image. À Conakry, certains l'appelaient toujours un héros, d'autres un militaire qui avait troqué un régime pour un autre. Les manifestations, bien que moins fréquentes, rappelaient que le peuple réveillé était exigeant. Mamadi, dans son bureau du palais Sékou Touré, lisait ses critiques, écoutait les murmures des marchés et se demandait « Ai-je tenu la promesse faite à Cancan ?» Pourtant, il n'avait jamais cessé d'essayer. Chaque matin, il se levait avec la même détermination, repensant aux paroles de Baba, un héros se forge dans le feu. Ce feu, il l'avait porté à travers les tempêtes, les complots des loyalistes de Condé, les sanctions de l'Union africaine, les doutes de la communauté internationale. Il avait consulté les imams, les chefs traditionnels, les jeunes des quartiers, cherchant à bâtir une Guinée unie. À Cancan, lors d'une visite en 2024, il avait marché sous le manguier où Baba lui parlait jadis, serrant les mains des anciens, écoutant les enfants chanter son nom. « Vous êtes notre fils », lui disait une vieille femme, les yeux humides. Mamadi avait souri, mais une question le hantait. Était-il toujours ce fils de Banankereda, ou le pouvoir l'avait-il changé? Lauriane, sa compagne, restait son encre, sa lumière, dans les nuits sans sommeil. Dans leur appartement près de la corniche, ils parlaient de l'avenir, de leurs enfants, de la Guinée. « Tu as réveillé un pays, Mamadi, lui disait-elle, son pragmatisme normand adouci par l'amour. Mais un pays, c'est comme une famille. Il faut l'écouter, le guider, parfois lui dire non. » Mamadi hochait la tête, tenant sa main, et repensait à Souleymane, son ami d'enfance, qui lui écrivait depuis Conakry « Ne te perds pas dans le palais, reste Mamadi. » Ses voix, celles de Lauriane, de Souleymane, de Hadja, étaient ses boussoles, le rappel que le pouvoir n'était pas une fin, mais un moyen. En mai 2025, sous un ciel de Conakry, où les nuages dansaient avec le soleil, la Guinée vibrait d'une énergie complexe, faite d'espoir, de doute et d'une soif inextinguible de changement. Mamadi Doumbouya, l'homme qui avait bouleversé le destin du pays le 5 septembre 2021, se tenait au carrefour de son propre mythe. À 40 ans, il n'était plus seulement le fils de Banankereda, le légionnaire aguerri ou le colonel audacieux. Il était le visage d'une transition, d'une promesse, d'un feu allumé dans les cœurs des Guinéens. Ce jour-là, 4 ans plus tôt, il avait conduit le groupement des forces spéciales jusqu'au palais Sékou Touré, renversant Alpha Condé, dissolvant la Constitution
et proclamant un nouveau départ pour une nation étouffée par la corruption et les injustices. Mais ce feu, qu'il avait juré de porter pour le peuple, était-il une lumière ou un brasier? Cette question, comme un écho des manguiers de Kankan, résonnait dans les rues de Ratoma, les marchés de Madina et les villages de Nzérékoré. Repensez à ce matin du 5 septembre 2021. Les tirs résonnaient dans Kaloum. Les habitants de Conakry se barricadaient chez eux, tandis que Mamadi, béret rouge vissé sur la tête, menait ses hommes avec une précision de légionnaire. À la télévision nationale, il avait parlé, drapeau guinéen, sur les épaules, dénonçant la gabegie d'un régime qui avait trahi le peuple. La Guinée est belle, avait-il dit, dans une métaphore qui avait marqué les esprits. Nous n'avons plus besoin de la violer. On a juste besoin de lui faire l'amour. Ces mots, crus mais puissants, avaient électrisé la nation. Dans les quartiers, les jeunes avaient dansé, les anciens avaient hoché la tête et même les sceptiques avaient senti un frisson d'espoir. Mamadi promettait une transition inclusive, une refondation de l'État, un retour à la démocratie. Il parlait de justice, d'éducation, de mines au service du peuple, comme celle de Simandou, dont les richesses devaient enfin bénéficier aux Guinéens, pas seulement aux élites ou aux investisseurs étrangers. Mais 4 ans plus tard, la Guinée restait un puzzle inachevé. Sous le Comité national du Rassemblement pour le développement, Mamadi avait lancé des réformes audacieuses. Simandou, ce colosse de fer, endormi dans les montagnes, s'éveillait, ses premiers trains de minerais roulant vers les ports, apportant emploi et devises. Des écoles poussaient dans les quartiers, leurs murs neufs accueillant des enfants aux cahiers flambant neufs. Les routes, jadis criblées de nids de poules, s'élargissaient, reliant Conakry à Kankan, Boké à Nzérékoré. Pourtant, des ombres persistaient. Les accusations de répression, les disparitions d'activistes comme Fonike Mongué, les plaintes déposées à Paris pour disparition forcée avaient terni l'image du général. À Conakry, les manifestations, bien que moins fréquentes, rappelaient les jours sombres de Condé avec des gaz lacrymogènes flottant dans l'air. Les partis politiques exclus du pouvoir murmuraient que Mamadi, malgré ses promesses, s'accrochait trop longtemps à la transition. Et dans les marchés, des femmes comme Fatoumata, la marchande de Kankan, disaient « Doumbouya est notre fils, mais le pouvoir change les cœurs ». Alors, voici la question qui brûle. Celle que Mamadi lui-même pourrait poser s'il se tenait sous le manguier de Banankeroda face à son grand-oncle Baba. Qu'est-ce qui pousse un homme comme Mamadi Doumbouya à risquer tout, sa carrière, sa vie, son honneur pour renverser un président et promettre un avenir meilleur? Était-ce le feu de Kankan, ce rêve d'une Guinée fière appris dans les récits de son enfance? Était-ce la colère face à un régime qui écrasait les jeunes, emprisonnait les opposants et laissait les richesses du pays fuir vers des mains étrangères? Ou était-ce autre chose, une ambition personnelle, une quête de pouvoir masquée par des idéaux? Et vous, peuple de Guinée, que pensez-vous de ce coup d'État 4 ans plus tard? A-t-il réveillé la nation comme Mamadi le promettait, ou a-t-il simplement remplacé une chaîne par une autre? Vos voix, vos pensées sont les battements du cœur de la Guinée. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot que vous écrivez est une pierre pour bâtir l'avenir. Réfléchissez à ce moment où Mamadi a pris la parole à la RTG, son regard perçant fixant la caméra. Il parlait de justice, mais la justice est-elle possible sans liberté? Il parlait d'unité, mais l'unité peut-elle exister sans écouter les voix dissidentes? Il parlait de refondation, mais une nation peut-elle se refonder si le peuple n'a pas le pouvoir de choisir? Pensez aux jeunes de Ratoma, qui criaient son nom en 2021 et qui, en 2025, demandent des élections. Pensez aux mineurs de Simandou, qui travaillent sous le soleil brûlant, espérant que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Pensez aux femmes des marchés, qui portent la Guinée sur leurs épaules et qui veulent des écoles, des hôpitaux, une vie digne. Que vous soyez à Conakry, à Kankan, à Paris ou à Dakar, votre perspective compte. Qu'est-ce que ce coup d'État a changé pour vous? A-t-il allumé une flamme dans votre cœur ou a-t-il semé le doute? Écrivez-le, partagez-le, car la Guinée n'avancera que si ses enfants parlent, débattent et rêvent ensemble. Ce matin de septembre 2020, n'était pas un simple événement, mais un cri, un élan, une fracture dans l'histoire guinéenne. Mamadi, en montant sur le toit de la RTG après son discours, avait regardé Conakry s'éveiller, les klaxons des taxis jaunes mêlés aux cris des jeunes dans les quartiers. Il savait que le peuple, longtemps silencieux, attendait des actes, pas seulement des mots. Les années qui suivirent furent une épreuve, un équilibre précaire entre l'espoir et la réalité. Simandou, avec ses montagnes de fer, devint un symbole de renouveau, mais aussi un défi, car les richesses ne suffisent pas si elles ne touchent pas les villages, les écoles, les foyers. Les réformes de Mamadi, audacieuses, portaient la marque de son passé,
la discipline de la Légion, la vision apprise à Paris, le feu de Cancan. Mais chaque pas en avant semblait accompagné d'un pas en arrière. Les accusations de répression, relayées par des voix à l'étranger, rappelaient que le pouvoir, même porté par des idéaux, peut glisser vers l'ombre. Mamadi, dans son bureau du palais Sékou Touraya, lisait ces critiques, les pesait et se demandait comment rester fidèle à la promesse faite sous le manguier de Balinkereda. En 2025, la Guinée n'était plus celle de 2021. Les écoles, les routes, les emplois créés à Simandou étaient des preuves tangibles d'un changement, mais la transition restait fragile. Les élections référendaires prévues pour cette année étaient un test, non seulement pour Mamadi, mais pour le peuple guinéen. Qui choisirait le prochain chapitre? Les jeunes de Ratoma, avec leurs rêves brûlants? Les femmes des marchés, avec leur sagesse ancrée dans la terre? Les anciens, qui se souvenaient des luttes de Samori Touré et de Sékou Touré? Mamadi, lors d'un discours à la grande mosquée de Conakry, avait appelé à l'unité, sa voix résonnant sous les dômes. La Guinée est réveillée, mais elle a besoin de nous tous, avait-il dit, et ces mots, simples, portaient une vérité profonde. La nation, comme un enfant, apprenait à marcher, et chaque Guinéen était un guide, un parent, un rêveur. Lauriane, sa compagne, restait à ses côtés. Son regard clair lui rappelant qui il était. Dans leur appartement près de la Corniche, ils parlaient souvent de l'avenir, de leurs enfants, de la Guinée. « Tu as donné un feu à ce pays, lui disait-elle, mais un feu doit être partagé. » Mamadi hochait la tête, repensant à sa mère, Hadja, dont les lettres de Cancan lui rappelaient « Un héros ne garde pas le feu pour lui. » Ses voix, celles de Lauriane, de Hadja, de son ami d'enfance Souleymane, étaient ses ancres, ses étoiles dans la nuit du pouvoir. Elle lui rappelait que le leadership n'était pas une couronne, mais un service, un sacrifice, un don. La question du coup d'État, de son sens, de son héritage, n'est pas seulement pour Mamadi, mais pour vous. Qu'est-ce qui fait un leader? Est-ce la force de renverser un régime, comme Mamadi l'a fait, ou la sagesse de construire après? Est-ce la vision d'un homme, ou la voix d'un peuple? Pensez aux mots qu'il a prononcés à la RTG, à cette métaphore de l'amour pour la Guinée. Était-ce une promesse sincère ou un éclat de rhétorique? Pensez aux réformes, aux écoles, aux mines, mais aussi au gaz lacrymogène, au silence des opposants. Qu'est-ce que ce coup d'État vous a appris sur la Guinée, sur le pouvoir, sur vous-même? Vos réponses partagées dans les commentaires ne sont pas de simples mots. Elles sont des graines plantées pour l'avenir, des flammes qui éclaireront le chemin de la nation. Et maintenant, un appel à vous, Guinéens, Africains, rêveurs du monde entier. La chaîne YouTube Molle Motivation est un espace où les flammes s'allument, où les idées prennent vie, où les voix s'élèvent. Mamadi Doumbouya a réveillé la Guinée. Mais c'est à vous de porter ce feu, de le transformer en un avenir radieux. Sur Molle Motivation, nous parlons de courage, de rêve, de lutte pour un monde meilleur, comme celui de Mamadi, comme le vôtre. Chaque vidéo est une étincelle. Chaque commentaire une pierre pour bâtir une Afrique forte, unie, fière. Alors, rejoignez-nous, abonne,